des produits de première nécessité à des prix maîtrisés pendant le mois sacré du Ramadan et la période du Carême, afin de s'assurer de la qualité, de la quantité et de la répartition équitable des denrées de première nécessité. L'opération a mobilisé importateurs, distributeurs et services de contrôle pour une couverture optimale de tout le territoire national. Le ministre Moussa Alassane Diallo, toujours au chevet de ses compatriotes, d'où cette mission chez nos frères nigériens. Objectif, mettre en place un mécanisme régulier, stable et sécurisé à court, moyen et long terme pour l'approvisionnement des régions du nord du Mali en hydrocarbures. Retour sur ce plateau et nous nous intéressons à l'axe 3 du programme d'action gouvernementale. Le PAG met l'accent sur la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. À ce titre, Monsieur le ministre, quelles sont les missions assignées à votre département? Oui, merci beaucoup pour cette question. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a aujourd'hui la responsabilité et l'entière responsabilité d'assurer la mise en œuvre de l'axe 3 du programme d'action du gouvernement et relatif à la satisfaction des populations. Dans cette dynamique, le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré, en rapport avec toutes les composantes du secteur privé, un plan d'action à court terme et sur 14 points pour assurer justement la mise en œuvre de cet axe 3 du plan d'action du gouvernement. En novembre 2024, le chef du gouvernement Abdoulaye Maïga s'est rendu à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ce qui constitue à ce jour une grande première pour un premier ministre malien. Pourrait-on estimer aujourd'hui que cette démarche a donné un coup de pouce au secteur privé malien? C'est un symbole et un signe politique très fort. Par ce déplacement, le Premier ministre chef du gouvernement a montré à la face du monde que le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer dans le développement économique et social de notre pays et que le secteur privé est un partenaire de l'État avec lequel il fait compter. Monsieur le ministre, dans le même registre, où en sommes-nous avec les dialogues entre le secteur public et le secteur privé? Effectivement, à la suite de cette visite, le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a pris l'engagement de rencontrer une fois par mois toutes les organisations professionnelles et patronales du secteur privé. Donc toutes les composantes du secteur privé rencontrent le Premier ministre une fois par mois à la primature pour permettre au gouvernement d'échanger avec le secteur privé sur les grandes préoccupations économiques, commerciales, industrielles de notre pays pour assurer une plus grande contribution du secteur privé au développement de notre pays. Alors, Monsieur le ministre, nous voyons que le gouvernement déploie des efforts pour baisser les prix des produits de première nécessité pendant les mois de Ramadan. Nous aimerions savoir quel est le dispositif mis en place autour de la maîtrise des prix sur les marchés hors Ramadan. Oui, effectivement, le gouvernement met en place énormément de mesures pendant le mois de Ramadan, qui est un mois de très forte consommation, donc un mois particulier où il faut apporter vraiment beaucoup de réponses à l'ensemble des préoccupations en matière de denrées de première nécessité. Mais au-delà du mois de Ramadan, dans une démarche d'anticipation et de planification, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en place un dispositif de supervision des différents marchés sur l'ensemble du territoire pour évaluer à chaque moment le dispositif de stock sur le territoire national et comparer cela aux besoins de consommation des populations de façon à ce que nous puissions par anticipation assurer l'approvisionnement correct du marché. Le premier aspect passe aussi par le contrôle et la supervision qui rentrent dans les prérogatives de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, de façon à ce que nous puissions avoir un dispositif de suivi et évaluation de l'ensemble des stocks disponibles sur le territoire afin d'apporter les réponses les mieux appropriées en cas de pénurie. Donc cela passe par la cartographie de l'ensemble des marchés sur le territoire national, la répartition donc de cette cartographie par centre de contrôle au niveau des directions régionales, au niveau de la direction générale d'abord et ensuite au niveau des directions régionales du commerce, et des agents de brigade sont dédiés donc à la supervision des marchés. Cela rentre dans le rôle régalien de supervision et de contrôle des prix sur le marché. Quel que soit le niveau de libéralisation d'une économie, le rôle régalien de l'État en matière de supervision
et de contrôle est établi et le gouvernement du Mali est engagé à assurer pleinement ce rôle régalien. Monsieur le ministre, les prix de la viande ou encore du ciment ont flambé ces derniers temps. Une situation qui interpelle si l'on sait que le Mali est le premier pays d'élevage au sein de l'espace UEMOA et le deuxième de la zone CEDEAO. Notre pays dispose également d'au moins 3 usines de cimenterie. Alors qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Oui, merci pour cette question extrêmement importante. Bon, en ce qui concerne la flambée des prix sur la viande, ça résulte des mesures qui ont été prises dans le cadre de la sécurisation de nos grandes villes, notamment la ville de Bamako, de Kati et d'autres villes et d'autres grandes villes du Mali. Donc dans le cadre de la sécurisation de ces villes-là, il a été décidé de déplacer les parcs à bétail en dehors des villes. Donc cette délocalisation des parcs à bétail et même des garbales a entraîné donc des difficultés d'approvisionnement du marché, toutes choses qui ont eu une répercussion sur le prix de la viande. Mais in fine, dans le plan d'action du gouvernement, à travers le ministère de l'élevage et de la pêche, des mesures sont prises à assurer à la fois l'approvisionnement correct des marchés en viande, mais aussi et surtout à assurer la maîtrise des prix. En ce qui concerne le ciment, et depuis le mois de mars 2025, le ministère de l'Industrie et du Commerce était en concertation avec toutes les usines de production de ciment dans notre pays. Et l'objectif pour nous était de ramener le prix du ciment, la tonne, à moins de 90 000 francs CFA. Alors la structure du coût de production qui nous a été présentée par les différentes cimenteries et que nous avons examiné nous-mêmes au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce a fait ressortir un certain nombre de contraintes qui ne pouvaient pas permettre d'assurer une baisse substantielle du prix du ciment sur le marché. Et le premier facteur qui pèse lourdement sur le compte d'exploitation des cimenteries, c'est le facteur énergie. À cette difficulté liée à la disponibilité de l'électricité est venu s'ajouter 2 autres facteurs qui ont pesé largement sur le prix du ciment. Le deuxième facteur, ça a été les mesures prises par le gouvernement que nous assumons d'assurer l'interdiction des véhicules hors gabarit et hors normes. C'est une décision que le gouvernement assume. À partir de ce moment-là, il y a énormément de véhicules qui ne respectaient pas les normes et donc qui ont été interdits de rentrer sur le territoire national. Toute chose qui a été de nature donc à peser sur l'approvisionnement correct du marché en ciment et par conséquent à créer une pénurie. Et le troisième facteur, c'est une décision du gouvernement compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays. Notre pays qui est en guerre contre le terrorisme. Nous ne pouvons laisser rien au hasard. Et nous devrons anticiper sur toutes les actions qui sont de nature à assurer la sécurité nationale. C'est dans ce cadre-là qu'une commission interministérielle a été mise en place pour étudier la gestion des explosifs. Aussi bien leur importation que leur production, que leur exploitation sur le territoire national. Or, il se trouve que les usines de ciment ont besoin d'explosifs, n'est-ce pas, pour transformer certaines matières en matières premières de façon à assurer l'approvisionnement des usines. Mais avec le ministère de la Défense, nous sommes en voie de trouver une certification des usines de façon à leur permettre d'assurer l'approvisionnement correct de leurs usines en explosifs. En janvier 2025, vous avez procédé au lancement de la campagne sucrière 2024-2025 à Soukala et Nsoukala. Ma question, c'est de savoir quelle est la plus-value qu'apportent ces 2 unités industrielles. En procédant au lancement de ces 2 unités sucrières, nous avions 2 objectifs. Le premier objectif, c'était d'abord de procéder à la réquisition de 25 000 tonnes de sucre et les stocker, les cantonner pour assurer l'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan 2025. Aujourd'hui, l'État doit avoir un rôle de régulation du marché. Et pour avoir un rôle de régulation, il faut que l'État puisse disposer d'un stock de régulation. Nous avons fixé le prix du sucre à 650 francs pour le sucre importé et à 600 francs pour le sucre de Soukala et Nsoukala. Mais dans la pratique, nous avons vu que le sucre a été même vendu en dessous de 600 francs CFA. Parce que la régulation était là. Alors le deuxième objectif que nous avions, c'est de dire que l'État actionnaire de ces 2 sociétés n'avait aucun contrôle
sur ces deux sociétés-là, Soukala et Nsoukala. À partir du moment où ces deux sociétés tiennent leur comptabilité en chinois, les états financiers sont en chinois, la direction générale, la direction commerciale, la direction technique, ce sont nos amis chinois. Et comme nous ne pouvons pas contrôler les deux sociétés Soukala et Nsoukala sur le plan financier, nous avons abandonné donc la piste de la supervision sur la base des états financiers pour aller sur la supervision de l'associé sur des éléments physiques. C'est pourquoi j'ai instruit à la direction régionale du commerce de Ségou, du début de la campagne de production sucrière jusqu'à la fin, tous les sacs de sucre qui sortent doivent être comptabilisés et du lundi au dimanche, toutes les situations me sont communiquées régulièrement. Et sur la base de ça, nous sommes arrivés donc à contrôler la production. Est-ce que c'est là effectif? Bien sûr. Une fois que nous avons contrôlé la production, nous avons dit aussi que tous les acteurs, tous les opérateurs économiques qui vont acheter le sucre avec Soukala et Nsoukala, il faut qu'ils soient certifiés, il faut qu'ils soient connus au niveau de la direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation. Et à partir de là, si nous contrôlons la production, nous avons aussi pu contrôler les chiffres d'affaires. Et c'est pourquoi Soukala et Nsoukala, ces deux sociétés qui n'avaient jamais produit plus de 80 000 tonnes, la campagne 2024, ils ont produit 120 000 tonnes et nous espérons que la campagne 2025, les deux sociétés vont produire 150 000 tonnes. Et nous avons besoin de 350 000 tonnes pour rendre le Mali autosuffisant en sucre. Voilà les deux effets bénéfiques et salutaires que nous avons pu obtenir. Monsieur le ministre, la relance de l'outil industriel malien est l'une des priorités des autorités de la transition. Quelles sont vos projections pour la Comatex, mais aussi pour les autres unités industrielles qui sont en difficulté aujourd'hui? Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a fait de l'industrialisation du Mali une priorité. Et c'est ça qui va permettre d'assurer le développement endogène de notre pays, autrement dit notre capacité à assurer la production de nos biens de service, de nos biens d'équipement et nos biens de consommation. Et c'est pourquoi la relance de la Comatex et même de l'UMPM s'inscrivent dans cette dynamique-là. Alors il y a deux objectifs à travers aujourd'hui la relance de la Comatex et de l'UMPP. Le premier objectif, c'est doter le Mali d'une capacité de production. Vous savez que par le passé, le programme d'ajustement structurel que le Mali a connu pendant les années 80 avait établi une cartographie des pays qui avaient une vocation de production, les pays de la côte, et les pays qui avaient une vocation de consommation, les pays de l'interland, comme le Mali. Donc, le président de la transition de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, veut faire du Mali un pays de production. Les importations et les exportations n'ont jamais développé un pays. Un pays ne peut se développer que par l'industrie, la production industrielle. C'est pourquoi la relance de ces deux usines et d'autres s'inscrivent dans notre dynamique d'assurer la promotion des grandes, moyennes et petites industries pour assurer la transformation de nos produits agricoles afin d'assurer et de permettre aux Maliens de nourrir les Maliens par la production, mais aussi de permettre aux Maliens de soigner les Maliens. Promouvoir l'industrie n'est pas une urgence, c'est une exigence. Parce que c'est à travers l'industrie que nous allons créer de la valeur, que nous allons créer des richesses, que nous allons créer des emplois, garantir la redistribution et assurer la diversification de la base productive de notre économie. Et justement, où en êtes-vous avec les usines de filature? Oui, nous avons deux projets de filature à Bamako et à Koutiala. À Bamako pour 50 000 tonnes et à Koutiala pour 25 000 tonnes. Ces deux projets ont fait l'objet d'une étude de faisabilité par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et sur la base de cette étude-là, nous avons conduit des démarches auprès de certains partenaires techniques et financiers de façon à assurer une joint venture pour la réalisation de ces deux usines. Actuellement, nous sommes à la recherche de financement et de partenaires pour mettre ces deux usines en marche. Et je pense que dans les prochains jours, les rendez-vous que nous avons d'ici septembre avec deux gros partenaires intéressés par ces deux filatures-là vont nous permettre éventuellement de trouver un dénouement de financement et d'installation de ces deux usines. Mais c'est essentiel pour le Mali de transformer son coton, aussi bien pour faire des filatures, mais pour faire aussi du textile, in fine. Aujourd'hui, nous produisons en moyenne entre 500 000 et 700 000 tonnes de coton et moins de 2%
de ce coton fibre est transformé sur place. C'est un gâchis pour notre économie. Et il faut mettre tout en œuvre, développer toutes les stratégies, toutes les intelligences pour arriver à assurer une meilleure transformation de notre coton sur place pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée. Monsieur le ministre, la souveraineté économique passe par la transformation locale. Quid de la redynamisation des capacités, de nos capacités de transformation locale et de la labellisation du Made in Mali? Oui, vous avez raison. Nous sommes vraiment engagés dans cette dynamique parce que nous pensons aujourd'hui qu'il faut promouvoir les petites et les moyennes industries pour élargir d'abord la base industrielle de notre pays. Et sur la base de l'élargissement de la base productive de notre pays, il faut en ce moment trouver aussi des instruments d'accompagnement de ces industries. Parce que ces PME rencontrent énormément de difficultés aujourd'hui en termes d'accompagnement, en termes d'expertise et même en termes de financement. Donc les petites et moyennes industries sont au cœur de notre dispositif et très prochainement d'ailleurs nous allons présenter au gouvernement une stratégie de développement de ces petites et moyennes industries de façon à ce que nous ayons une politique nationale à la matière qui va nous permettre de nous donner les moyens nécessaires de notre politique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la promotion de ces petites industries va avec toutes les questions liées au Made in Mali, à la labellisation, pour que nous puissions à la fois une vision de production pour satisfaire la consommation nationale, mais aussi se projeter vers l'exportation à la conquête de nouveaux marchés au plan sous-régional, régional et international. C'est pourquoi toutes les questions liées à la labellisation s'inscrivent parfaitement dans notre dynamique de promotion et de développement du secteur des petites et moyennes industries. Alors, Monsieur le ministre, quand on parle d'industrialisation, on parle forcément de matières premières. Est-ce que vous avez des politiques mises en place pour faciliter l'accès à ces matières premières? Ça, c'est une question extrêmement importante. Quand vous voulez réaliser un projet industriel, il faut considérer que le montant des investissements que vous allez mettre sur le projet a la même valeur que la matière première. Que vous construisez une usine à 100 milliards et que vous n'avez pas de matière première, comment allez-vous faire? Mais l'usine va rester fermée. Donc la dimension matière première est extrêmement importante pour nous. Et c'est pourquoi l'accompagnement que nous faisons au niveau de la promotion de l'industrialisation de notre pays s'accompagne aussi par un certain nombre de politiques liées au développement agricole. Toutes les questions liées à la valorisation du potentiel hydro-agricole dont le Mali dispose, à la restauration des terres et à la fertilité des sols, à la diversification de la production agricole. On a aujourd'hui des capacités de transformation de 2 millions de tonnes de graines de coton. La SAMDT n'en produit que 300 000 par an. Une production de graines de coton de la SAMDT de 300 000 tonnes par an contre 2 millions de capacités installées. Mais il y a des usines qui ne travaillent pas plus de 2 mois par an. Une usine n'est pas faite pour travailler 2 mois par an. Une usine est faite pour travailler 11 mois au moins par an. Et pour apporter donc une réponse à cela, nous pensons qu'il faut aller vers la diversification de la production agricole à travers la valorisation de la production de l'arachide, du soja, du sésame et même du blé pour les minuteries. Et enfin, nous avons dit que dans notre politique, il faut aussi accompagner tout cela par l'encadrement technique, la formation, l'information, l'appui aux producteurs, mais aussi la vulgarisation agricole, la recherche agronomique. Donc l'industrie, la base de l'industrie, c'est la matière première. Et cette matière première vient du secteur agricole, en tout cas pour l'industrialisation que nous prenons dans notre pays. Donc nous avons les deux pieds, promouvoir l'industrialisation, mais aussi en rapport avec le ministère de l'Agriculture. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment le ministre de l'Agriculture pour sa collaboration et sa grande compréhension, parce que nous constituons aussi une équipe aujourd'hui pour assurer la diversification de tous ces produits-là, de façon à ce que le socle du développement de l'industrie repose sur nos matières premières locales. Pour relancer l'outil industriel, la digitalisation se positionne comme un chemin tout tracé, en tout cas en vue de l'atteinte des objectifs fixés par les autorités. Quels sont à ce titre les résultats engagés au sein de votre département?
Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous avons fait un plan d'action global de l'ensemble des directions et services rattachés au ministère de l'Industrie et du Commerce. Un plan d'action global, avec des actions, des priorités et même des coûts de financement. 4 structures du ministère de l'Industrie et du Commerce ont déjà parachevé la digitalisation de certains de leurs services. Lesquels? Il s'agit de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence pour les documents du commerce extérieur, la levée des intentions d'exportation. Il s'agit aussi de l'Agence malienne de météorologie pour ce qui est des certificats de zonage, mais aussi de l'APEX, l'Agence malienne pour la promotion des exportations, en ce qui concerne les certificats d'origine, et enfin le mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés pour les transferts d'argent, pour l'octroi de crédit en ligne qui se dénomme Niasoro. Aussi, Monsieur le ministre, la NCD a réalisé un micro-trottoir pour recueillir les impressions des Maliens. Suivons ensemble. MG distribution an ka baara bɛnnen don ka produit ka wɔnafin jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bon an bɛ jamanakuntigi yɛrɛ fo n'o ye Asimi Koyita ye k'a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo u ye mesure min fɛnɛ ta n'o de ye interdiction ye a kɔni a ye anw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a y'an dɛmɛ et puis fana a dabɔra min yɛrɛ fɛnɛ kama a kɛra o fana ye sabula produit bɛ sɔrɔ et puis fana a bɛ ka di nɔgɔya fɛnɛ la jamana kɔnɔdenw fana a ye bɛɛ fɛnɛ labɔ. Bon, n'i y'a jateminɛ fana produit min bɛ don anw fɛ yan nɔ a produit a suguya ma dɔn bon n'i y'anw ta ninnu fana jateminɛ i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ dilan cogo min fɛnɛ la bɛɛ b'a dɔn fana sabula a bɛ dilan ni matière première min ye bɛɛ b'a dɔn et puis a bɛ dilan cogo fɛnɛ la jamana kɔnɔdenw fɛnɛ b'a fɛ cogo min fɛnɛ la u ka interdiction min fɛnɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko produit wɛrɛ foyi fɛnɛ kana ye ni anw fɛnɛ ka produit localiw tɛ min bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ jamana fɛnɛ kɔnɔ yan o kɔni o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛnna an ma kosɛbɛ kosɛbɛ et puis fana a dabɔ kun ye min ye fana an kɔni an bɛ k'o sira fɛnɛ tagama i b'a fɔ client ka satisfaction produit yɛrɛ fana a kana na manquer fana a kɔni a b'an fɛ yan i b'a fɔ aw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ b'a la cogoya min fɛnɛ la fɔlɔ an kun bɛ gɛlɛya min sɔrɔ sukaro la o ni waati in tɛ kɛlɛ kan parce que fɔlɔ an kun bɛ sukaro san fo 6,5 dɔw yɛrɛ b'a fɔ 7,000 dɔw b'a fɛ 440 dɔw b'a fɛ 450 mais ɲinan an ye nɔgɔya min sɔrɔ ka daminɛ sunkalo la ka na bila fo sisan na ala barika la an b'a san 120 dɔw yɛrɛ b'a fɛ 110 yɛrɛ ça dépend de client donc an ye nɔgɔya min kɔni sɔrɔ a la vraiment ala barika la ɲinan bɛɛ an ma a gɛlɛya kɔni ye ka daminɛ sukaro la fo ka taa bila malo la malo an kun b'a san 4,8 5,2 bi o b'a d'a ma 4,2 4,3 4,4 donc an ye nɔgɔya min kɔni sɔrɔ a la tulu a kun bɛ fɔ 6,000 la bi an b'a san 7,8 4,4 bon toujours an bɛ ka nɔgɔya de ye commerce in kɔnɔna na pour que ka client fana ka se ka lafiya a sanni kɔnɔna na quoi non an kun b'a san fo 600 kilo sisan an b'a feere 480 bon nin bɛɛ ye nɔgɔya dɔw ye min ka ɲi jamana ma ala barika la jamana ɲɛmɔgɔ minnu nana lafiya minnu kɛra ɲinan san kɔnɔna na kɔni tiɲɛ la an ma gɛlɛya kɔni ye Asimi ni a ka ministre Alassane Diallo tiɲɛ yɛrɛ la kɔni u ye baara min kɛ ɲinan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada parce que n'i y'a ye jamana basigilen don olu de y'a ɲini olu de y'a ɲini k'a kɛ fɔlɔ ni sunkalo fɛ ka se sukaro gɛlɛya bɛ dɔ la mais ɲinan sunkalo in na alhamdulilayi sukaro ka gɛlɛya fo ma kɛ sukaro la parce que sunkalo donna fo ka taa ban don o don dɔ de bɔ sukaro la fo ka taa se bi ma sukaro ko fɛn bɛɛ kɔni gɛlɛya fo ma don sukaro la ɲinan sunkalo kɔnɔ o y'a fɔ cogo o cogo a jiginna duguma de a ma yɛlɛ o tun y'a fɔ cogoya o cogoya fɔ dɔ de fɔ la fo ma fara kan ɲinan sunkalo kɔni sukaro fɛn bɛɛ kɔni a ye nɔgɔya yɛrɛ a ma gɛlɛya fo ma k'a la an y'a sɔrɔ nɔgɔya cogo min na an y'a feere ten de bari an bɛ nɔgɔya de kama n'a dira nɔgɔya la an b'a feere nɔgɔya la alhamdulilayi ɲinan sunkalo kɔni sukaro sɔrɔ nɔgɔya la an y'a feere nɔgɔya la an bɛ misiri fo k'a waleɲuman dɔn hali sisan a k'a kɛ siri bari a jamana filɛ cogo min na nɔgɔya de ka ɲi gɛlɛya man ɲi hali sisan a bɛ nɔgɔya cogo min na an k'o ɲɛɲini ɲinan ta kɛra cogo min na ni san tɔw mana kɛ o cogo la alhamdulilayi o bɛ ɲɛta ko fɔ quoi. Ne nana sanni de la ne bɛ makɔrɔni farini ani malo de feere an bɛ se k'a fɔ dɔ farala an ka feerew kan
hakilina ɲɛnama don jamana ɲɛmɔgɔw ye mun bila en place pour que ka se ka ko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma. I kɛra grossiste i kɛra semi grossiste i kɛra détaillant ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni an ye b'a dɔn an yɛrɛ ka jamana dumuniw na minnu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ avantage dɔ de don a b'an permettre ka minɛnw sɔrɔ nɔgɔya la ani teliya la o b'a anw yɛrɛ fana permettre an bɛna ta grossistes bolo n'o ye an bɛ magasin kɔnɔ n'o ye MG ka magasin par exemple ka se ka a écouler teliya ni nɔgɔya fana la. I n'a fɔ sunkalo tɛmɛnen tiɲɛ yɛrɛ la an ye sikoro sɔrɔ nɔgɔya la a prix stabilisera kosɛbɛ grâce u ka mɔgɔ minnu bɛ terrain kan u bɛ contrôle kɛ tuma bɛɛ chaque fois prix stabilisera kosɛbɛ en vrai dire n b'a fɔ tuma bɛɛ n b'a fɔ jusqu'à présent ka dɔ fara u ka cɛsiri kan hali sisan san nataw la pour que a ka se ka nɔgɔya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ka ɲi yɛrɛ de donc hali sisan u k'u jilaja i n'a fɔ minnu fana b'a produit yan nɔ n'u dɛmɛ n'u seko bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka matière première ninnu sɔrɔ ka se ka fɛn ninnu dilan ka qualité ɲɛnama dilan ka di jamanadenw ma sinon n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ ka minnu dilan sisan tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka ɲɔgɔn conquérir qualité ɲumanw bɛ ka sɔrɔ sisan i y'a faamu spaghetti qualité ɲuman caman bɛ yen sisan a kɛra sababu ye fɛnɛ Mali ka production caman bɛ ka taa sinon n'a sɔrɔ i n'a fɔ dɔw ninnu tun bɛ ka don tuma min na i t'a sɔrɔ a bɛ jouer an ka usine ka marché kan. Sunkalo tɛmɛnen kɔnɔna in na u ye sukaro ko ni nɔnɔmugu ni tulu ni fɛnw ye misiri caman ta o la turuko la a sɔrɔli nɔgɔyara an ma a feereli fana ma gɛlɛya an ma parce que prix min fɔra prix bɛ médecine na o ye a ko nɔgɔya an ma kosɛbɛ kosɛbɛ k'an sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an y'a di nɔgɔya la o cogo kelen an bɛ foli kɛ an ka président ba ye ne ye Asimi Goyita ye président de transition ne y'an ka président an bɛ foli k'a ye ka foli k'a n'a ka ministre bɛɛ lajɛlen u bɛ baara min na halisa ala k'u dɛmɛ kosɛbɛ baara in na ala k'a ta fanga d'u ma ala k'an yɛrɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ kosɛbɛ baara in na walasa Mali kura a bɛ taga ɲɛ. Voilà, nous continuons cet entretien. Monsieur le ministre, vous étiez tout récemment au Niger pour mettre en place un processus d'approvisionnement en hydrocarbures des régions du nord du Mali. Quels sont vos accords avec les autorités nigériennes autour de cette démarche? L'Algérie a détruit un drone malien, ce qui s'est traduit par une crise diplomatique entre nos deux pays, avec le rappel des ambassadeurs pour consultation. Les régions nord de notre pays assurer leur approvisionnement en différents produits à partir de l'Algérie. Et sur la base de ça, le gouvernement a décidé de diversifier les sources d'approvisionnement des régions nord de notre pays, Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal, de façon à assurer l'approvisionnement correct de ces produits en produits pétroliers. Et sur la base de cette volonté du gouvernement et sur l'instruction du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, nous avons conduit une mission au Niger pour prendre contact avec les autorités nigériennes de façon à assurer, à mettre en place un dispositif d'approvisionnement des régions nord de notre pays. Cela a abouti à des négociations et à des échanges et avec des conclusions. 9 opérateurs économiques dans le secteur du pétrole ont été certifiés par le gouvernement et ont signé des contrats avec la société nigérienne de pétrole pour assurer l'approvisionnement de notre pays dans les régions nord jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ces contrats ont été signés et la mise en œuvre de ces contrats a démarré. Nous comptons faire une mission en décembre 2025, Inch'Allah, pour assurer d'une part à l'évaluation de cette première phase de test, mai à décembre 2025, et sur la base de cette évaluation-là, nous allons signer des conventions avec la société nigérienne du pétrole sous la supervision des autorités nigériennes pour garantir l'approvisionnement des régions nord du Mali pour les années 2026, 2027 et 2028. Donc cette mission a été une grande réussite et nous avons eu les meilleurs prix possibles que on pouvait avoir sur le marché.
Monsieur le ministre, on a vu qu'il y a déjà même eu un premier convoi qui est arrivé à Gao. Est-ce que cela a eu un impact positif sur les prix à Gao? Absolument. Cela a eu un impact très positif. À Gao, le prix de l'essence qui était vendu à 3 000 francs est revenu à la normale. C'est revenu à la normale. Mais aujourd'hui, je dois dire aussi que ce dispositif que nous sommes en train de mettre en place, je dois vraiment saluer et remercier toute la collaboration et la compréhension du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, qui a mis tous les dispositifs sécuritaires de façon à assurer l'approvisionnement de ces régions nord du Mali. Du Niger jusqu'à l'Abezanga, les autorités militaires nigériennes assurent la sécurité de ces convois, et de l'Abezanga jusqu'à Gao, c'est le ministre de la Défense et les anciens combattants du Mali qui en assurent la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, on a un dispositif à la fois d'approvisionnement, mais un dispositif d'acheminement sécurisé des régions nord du Mali qui va nous permettre vraiment d'aborder cette question avec calme et sérénité dans les mois et les jours à venir. Il y a une question qui revient souvent dans les discussions. Quelle est votre politique pour attirer les investisseurs étrangers dans le contexte malien? Oui, vous avez raison. L'industrialisation a besoin de financement, a besoin d'investissement, a besoin d'expertise, a besoin d'infrastructures, a besoin de compétences. L'industrialisation, c'est un paquet. Donc le volet investissement est un volet extrêmement important dans la promotion de l'industrialisation de notre pays. La première chose, c'est d'abord accélérer les réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires. Le deuxième aspect, c'est promouvoir justement le financement des investissements à travers des financements innovants. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le financement classique a atteint ses limites via le secteur bancaire. Il faudra donc que nous rentrons dans un cycle de réflexion pour rechercher des sources de financement innovants pour assurer le financement des investissements. Et le troisième aspect, c'est toutes les questions que vous avez citées tout à l'heure, c'est toutes les questions liées à la digitalisation. Parce que nous, on est dans l'ère du numérique et toute conception aujourd'hui de l'industrie doit s'inscrire aussi dans cette dynamique-là. Faciliter l'accès au financement. Et enfin, il y a un point extrêmement important sur lequel je vais insister, c'est vraiment l'amélioration des compétences, la qualité des ressources humaines. Nous ne pourrons jamais assurer un développement industriel correct, cohérent et pérenne si nous n'avons pas les ressources humaines adaptées, qualifiées, les ressources humaines compétentes, professionnelles pour apporter les réponses à cette problématique. Mais sans électricité et sans infrastructures de base comme les routes de qualité, comment peut-on faire les yeux doux aux investisseurs? Quand vous parlez d'infrastructures, justement, il y a l'énergie, il y a les routes, il y a les télécommunications et on ne peut pas assurer une politique cohérente d'industrie sans que toutes ces questions-là, nous n'apportons une réponse. Et c'est pourquoi le développement de l'industrie est transversal. D'un côté, nous aurons besoin du ministère de l'Agriculture pour nos matières premières, mais d'autre côté, nous aurons besoin du ministère de l'Énergie pour assurer la disponibilité d'énergie. Nous aurons besoin du ministère des Infrastructures pour le développement des infrastructures. Donc, il faut une approche cohérente et coordonnée des politiques publiques pour soutenir la base de l'industrie de notre pays. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez ce soir un message d'assurance à l'endroit des Maliens? Alors, le message d'assurance que j'ai à l'endroit des Maliens est très simple. C'est de dire aujourd'hui que nous sommes dans une phase de refondation. Et la refondation exige le changement. Le Mali ne peut plus se concevoir comme par le passé. Donc, cette refondation qui exige le changement doit amener chaque Malienne et chaque Malien à se remettre en cause. Les pratiques doivent changer. Il faut innover, il faut des innovations. Aujourd'hui, comment assurer la synergie entre le secteur de l'industrie et le secteur du commerce? Autrement dit, comment mettre en place des mécanismes qui vont être de nature à favoriser la mutation des acteurs du commerce vers l'industrie. Parce que tout industriel est commerçant. L'industrie produit pour vendre. Mais tout commerçant n'est pas industriel. Maintenant, dans notre pays et dans notre stratégie au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, comment accompagner, favoriser la mutation des commerçants vers l'industrie. C'est en cela que je lance vraiment un appel pour que nous puissions ensemble mobiliser les ressources locales, financer les industries pour assurer le développement de notre pays. Je suis convaincu que nous avons les moyens nécessaires
nous avons le socle sur lequel nous pouvons bâtir un développement économique et social de notre pays. Le développement économique durable, participatif et inclusif se fera avec les Maliens. Il faut que nous ayons cette confiance en nous-mêmes. Nous avons toutes les compétences, toutes les capacités pour prendre en charge notre pays, et c'est à cela que les 3 principes édictés par les présidents de chef de l'État, les gendarmes Assimi Goïta, ont leur sens. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, et la prise en compte des intérêts vitaux des populations. Une fois que nous mettons ces 3 principes qui constituent en fait une politique de développement dans notre stratégie, rien n'est impossible dans notre pays et tout devient possible. Aucun pays ne peut se développer sans une bonne industrialisation. Elle crée des emplois, rehausse les compétences de la main-d'œuvre, favorise l'économie formelle, améliore l'économie en général et participe à la stabilité sociale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces 30 minutes de débat sur les défis et les perspectives de l'industrie et du commerce au Mali. Merci à vous également, Mahamadou Kane, de la radio Clédou. Et merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur l'ORTM. Merci beaucoup. MAPA Production, avec le soutien du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, vous présente Tamadeon, la tribune